Bonjour et bienvenue dans Jaftamer 54 avec Stéphane sur RLP 102.3 depuis le Périgord. Aujourd'hui avec Maïté Lonne, la présidente d'honneur des enfants d'Argus, une association de lutte contre la pédophilie qui crée des faux profils sur Internet et dont nous avons entendu parler dans l'actualité récente. Maïté est également membre à l'Observatoire des violences faites aux femmes en Belgique et est porte-parole d'Innocence sans danger, toujours en Belgique. Elle est éducatrice spécialisée et auteur des livres Enfants abusés, enfants sacrifiés aux éditions Antidote début 2020, ainsi que Culture pédocriminelle et prostitutionnelle chez Academia Éditions en fin 2020. Cet entretien sera sur 2 émissions, la première étant plutôt consacrée aux enfants d'Argus, la deuxième à ses autres activités. Tout ceci sera après les news et surtout le lobbying politique. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Actualité, vous avez tous entendu parler des gros titres sur la petite Mia que sa mère est allée récupérer là où elle était placée avec l'aide de plusieurs personnes, ce qui a mis en avant des personnalités situées à l'étranger, notamment Rémi Gaillet-Widerman, me semble-t-il. Cela fait un certain temps que nous disons ici et ailleurs que nous avons un problème de placement en France, que cela était dangereux et il ne faut peut-être pas s'étonner quand on ne résout pas les problèmes, que des personnes prennent des initiatives et se mettent à faire n'importe quoi. Nous n'encourageons absolument pas les gens à prendre des initiatives personnelles, mais nous aimerions que les institutions règlent ce problème des placements que nous ne comprenons pas forcément tout le temps. Merci. RLP. Radio libre en Périgord. Voici donc maintenant l'actualité politique du lobbying organisé par l'association Égalité parentale de Thierry Berger, dont nous sommes relativement proches. Thierry sera d'ailleurs avec nous prochainement pour parler de son nouveau livre, son 3e. Alors, le 1er mars, nous avons rencontré Maude Petit, députée MoDem du Val-de-Marne et coprésidente du groupe d'études droits de l'enfant et de la protection de la jeunesse de l'Assemblée nationale. Voilà. On l'avait déjà rencontrée, elle est toujours acquise à la résidence alternée et elle nous a conseillé pour voir ce que l'on pourrait faire avec le député Monsieur Labille que nous avons entendu ici même il y a quelques émissions. Le 5 mars, l'attachée parlementaire de Véronique Hammerer, députée LaREM de Gironde, qui est très prise par les problèmes liés à l'augmentation du grand âge pour ces prochaines années, mais son attachée va voir avec elle pour nous faire recevoir par Madame Rixin, qui travaille sur une loi famille. Bon, l'idée serait de faire un amendement dans son projet de loi, d'un contenu équivalent à la PPL, on va essayer de pousser un petit peu pour ça. Voilà. Le même jour, Stéphane Trompil, député LREM de l'Ain, il est convaincu par l'AERA, il est favorable, il a écrit une question parlementaire à Adrien Taquet sur ce sujet qui devrait paraître prochainement. Le 11 mars, nous étions à l'École nationale de la magistrature, notamment avec Samuel Laine, directeur adjoint à Bordeaux, Élie Renard, directeur adjoint à Paris, et Élodie Malassis, directrice de la formation continue, et Christine Castelin-Meunier, que vous avez également ici entendu dans les émissions 46 et 47. Donc les directeurs semblent avoir le réel souci d'assurer le contradictoire dans leur formation et nous assurent qu'ils veillent à cette neutralité. Par contre, la directrice de la formation continue estime que la formation des juges à l'ENM est bien adaptée et que s'il n'y a pas séquence alternée, c'est la faute des parents. Bon, par contre, il va falloir faire évoluer le contenu de ces formations pour s'adapter à l'évolution de la société. Et une seconde réunion de travail, entre guillemets, est prévue. Voilà. Le 17 mars, Fadila Katabi, députée LaREM de Côte d'Or, présidente de la Commission des affaires sociales, toujours avec Christine Castelin-Meunier, qui est dans nos appuis du CNRS. Elle est convaincue par notre démarche et elle est surprise par le très faible pourcentage des RA.
On est à 15%, voire même 12%, chiffre de mars 2021 de l'INSEE. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a que 12% des enfants de parents séparés qui sont en résidence alternée. C'est très insuffisant, c'est très faible. Ça veut dire aussi que soit les pères n'osent pas la demander parce que lorsque le second parent n'est pas d'accord, elle n'est jamais accordée. C'est quand même un certain problème, hein. Il faudra un jour se pencher sur ce sujet. Et le 30 mars, Éric Delmar, DDE, défenseur droits des enfants, et Marguerite Orange, chef du pôle défense des droits de l'enfant. Ils sont au fait de la problématique, ils sont acquis à notre cause, mais ils sont lucides, ils s'interviennent comme conseillers et ils sont très peu saisis à ce sujet. Voilà. Eh bien écoutez, nous continuons et nous vous tiendrons informés de tout ceci. RLP. Radio Libre en Périgord. RLP 102.3, aujourd'hui avec Maïté Lone. Vous vous souvenez du podcast avec Lambert de Argus, l'association de lutte contre la pédophilie qui récemment s'est renommée en Les Enfants d'Argus. Nous avons aujourd'hui la vice-présidente Maïté Lone, qui est une éducatrice, qui fait également partie de l'Observatoire des violences faites aux femmes en Belgique et qui est représentante d'Innocence en danger Belgique. Maïté, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Alors, Les Enfants d'Argus, aujourd'hui, est une association structurée qui vient de changer de nom et vous êtes la vice-présidente. Oui, c'est exact. Alors, Maïté, qu'est-ce que Les Enfants d'Argus et qu'est-ce que vous faites exactement ? Expliquez-nous. Alors, les Enfants d'Argus, aujourd'hui, sont une véritable association reconnue et avec un cadre légal qui est en lutte contre la pédocriminalité sur Internet. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ce que la presse habituelle appelle des chasseurs de pédocriminels, mais ils ont un peu ce rôle de filet de sécurité ou d'intercepteur de prédateurs sur la toile. Pour nous, ça nous semblait capital de mettre ce genre de choses en place parce que quand on sait qu'en France, il n'y a à peine que 20 policiers qui sont habilités à faire ce genre de choses dans la police et que 90% des effectifs de ce genre de patrouille sont attribués à la brigade antiterrorisme, à un moment donné, je pense que le peuple doit faire quelque chose pour ses enfants et l'idée est partie de là. D'accord, nous avons encore cette problématique de la désagrégation de l'institution et le fait que le peuple, les gens doivent faire les choses un peu par eux-mêmes. Donc si j'ai bien compris, vous créez des faux profils, des gens qui vont créer des comptes Facebook, des comptes YouTube d'enfants, de préadolescents, mais surtout pas de manière suggestive ni tentatoire. Et en fait, vous attendez qu'on vous adresse la parole. Et puis, quand ça va trop loin, que vraiment ça devient borderline, et ben des rendez-vous sont fixés. Et puis au rendez-vous, il y a les gendarmes. C'est ça ? C'est exactement ça. Il y a un cadre vraiment et une structure à tenir dans ce genre d'activité. Et comme c'est assez flou pour certaines personnes, il y a des gens qui seuls essayent de faire ce genre d'activité et qui finissent par avoir des problèmes avec les forces de l'ordre. Ça, c'est vrai, mais parce que on ne peut pas commettre d'actes totalement illégaux. Quand on est face à quelqu'un qui commet une infraction ou un crime, ça n'excuse pas le fait que l'on fasse soi-même un crime pour essayer de l'arrêter. Face à la police, on n'a absolument pas raison. Et donc, ça se retourne contre l'intercepteur ou le chasseur de pédos. Et finalement, le prédateur ne sera jamais inquiété. Donc, voilà, il faut faire très attention à ce qu'on fait dans ce genre de choses. Et c'est pour ça que il doit y avoir une concertation entre plusieurs personnes pour se mettre d'accord. On a eu des entretiens avec certains inspecteurs, avec certaines associations. On a eu la chance d'avoir un entretien avec Europol, voilà, pour savoir dans quelle mesure et dans quelle direction on pouvait se tourner, sachant que cette activité n'est ni légale ni illégale du point de vue de la loi. Alors, ce qui est impressionnant, c'est de voir que nos enfants, en fait, sur Internet, sont confrontés à un vaste territoire sauvage, on va dire. Des enfants de 9, 10, 11 ans peuvent tout d'un coup se faire apostropher par des inconnus qui vont leur poster des textes absolument immondes, parfois avec des photos. Moi qui suis l'association, j'ai vu des posts sur votre page Facebook, des résumés de dialogues. On ne se rend pas compte en fait de ce à quoi nos enfants sont exposés sur Internet. Vous confirmez vraiment que l'Internet est dangereux et qu'il y a vraiment des gens qui vont chercher par eux-mêmes des personnes vulnérables, des enfants, pour leur faire des propositions malsaines ? Oui, bien sûr. Et j'ai envie de dire que à l'époque où Internet n'était pas développé, eh bien les prédateurs traquaient les enfants à la sortie des écoles, dans la rue, les enlevaient, etc. Aujourd'hui, les parents pensent que leurs enfants sont protégés quand ils passent une journée complète enfermés dans leur chambre, alors que pas du tout. Leur smartphone et leur ordinateur sont vraiment devenus une fenêtre ouverte à toutes les perversités et à tous les prédateurs, parce que aujourd'hui, ces gens ne sont plus des agresseurs isolés dans leur coin.
Donc Internet a réussi à faire en sorte de tous les rassembler. Et donc cette espèce de mythe qui dit que les réseaux n'existent pas est totalement faux à partir du moment où un réseau est créé. Rien que quand plusieurs agresseurs sont en ligne sur Facebook, par exemple, et commettent des actes. I need to cut you loose. I need to cut you out. Drag me down. Light me up. Ok, donc toujours avec Maïté Lone, en ce moment à propos des enfants d'Argus, vous parliez de réseau. Vous, dans votre activité de prévention et autres, vous avez trouvé effectivement qu'il existait des réseaux de pédophiles sur Internet. Enfin, comment ça se passe? Ils sont organisés entre eux ou alors ils vont au hasard? Évidemment, il y a une partie de ces activités qui se déroulent sur le Darknet et ça, ce n'est pas du tout notre mission. Nous, c'est vraiment l'Internet accessible aux enfants. Et oui, bien sûr, quand on crée une fake petite fille et que un prédateur rajoute cette petite fille sur Instagram ou sur Facebook, on peut aller vérifier dans la liste de ses amis et on peut très vite voir les liens qu'il y a entre plusieurs personnes qui montrent parfois très clairement sur leur profil qu'ils aiment les enfants. Et ce sont des profils qui ne savent pas être signalés simplement matériel pédoporno parce que ce genre de bouton n'existe pas sur Facebook. Donc les profils finalement de lanceurs d'alerte ont très souvent été censurés, alors qu'un profil qui montre très clairement les fesses d'un enfant abusé ne sont jamais inquiétés, ne sont jamais retirés. Alors, par expérimentation, par observation, comment ça se passe et comment est-ce qu'ils agissent ? Alors, quand un faux profil d'enfant est mis en ligne, il est très, très, très rapidement contacté par des hommes un peu du monde entier. Il faut savoir que la France connaît un nombre record d'hébergements de sites pédos. Et donc, il y a une espèce de concentration massive en France. Ils doivent nous contacter eux en premier. Ils doivent écrire les premiers messages, entrer dans les premiers contacts. Les bénévoles qui font ça pour l'association créer au préalable des profils de personnalité type pour les enfants pour toujours tenir un scénar qui se tient. Et au fur et à mesure dans la conversation, il y a des choses qui sont petit à petit dévoilées, parfois très rapidement, parfois il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour qu'un prédateur accepte de se livrer. Et puis au fur et à mesure, on reçoit des photos, on reçoit des demandes, et des textes sexuellement explicites. Et malgré le fait qu'on insiste en disant « mais enfin, j'ai que 11 ans », j'ai que 13 ans, et que la personne dit oui, c'est pas grave, ce sera notre secret, et qu'on parvient à voir son visage ou des détails de son corps qui sont indéniables sur l'identité de la personne, à ce moment-là, on peut constituer un dossier. Et je crois d'ailleurs que récemment, vous avez participé à l'arrestation de plusieurs personnes. Alors oui, quand les dossiers sont ficelés comme il se doit pour le système judiciaire, il y a plusieurs inspecteurs qui acceptent de collaborer parfaitement avec les enfants d'Argus et qui donc, dès réception de ces dossiers, vont aller ou acceptent d'aller intercepter le présumé pédocriminel. On dit présumé parce que, évidemment, tant que la personne n'est pas officiellement reconnue, il y a quand même présomption d'innocence, même si on a les preuves. Et à partir de ce moment-là, s'il y a condamnation, la condamnation sera évidemment plus grave, puisqu'il y a un potentiel agresseur qui se rend à un entretien pour consommer un enfant. Donc forcément, la condamnation est plus importante. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir perquisition, son matériel peut être examiné par la police. Et s'il trouve qu'effectivement, il y a en plus d'autres photos, d'autres personnes, d'autres vidéos, de la consommation pédoporno quotidienne, etc., alors il peut y avoir des procès. Oui, parce que je suppose que ces gens-là sont rarement à un coup d'essai. Il faut quand même être gonflé pour aller chasser des enfants sur le net, leur envoyer des photos, leur donner des rendez-vous. Ce sont des personnes qui ont passé un certain cap, certaines barrières, là. Il faut agir. Alors oui, mais il faut quand même savoir qu'en Europe, on est confronté à... Effectivement, elle a été mise en place pour des choses qui étaient potentiellement positives. En attendant, il y a toujours des dérives. Par exemple, il y a une loi en Europe qui protège les données de la vie privée de chaque individu. Donc à partir de ce moment-là, quand quelqu'un essaye de dénoncer un prédateur en n'ayant pas encore de preuves suffisantes ou en le faisant pas exactement comme il faut,
il ne sait rien faire, il ne sait rien dire et est coincé parce que la personne en face peut faire appel à cet article de loi. C'est surtout que là, nous parlons de personnes qui passent à l'acte. Si j'ai bien suivi l'affaire près du Havre, dont la presse mainstream a parlé, c'est passé un peu à la télé dans les journaux cette semaine, là, vous êtes à l'origine de ça, c'est quand même quelqu'un qui a donné un rendez-vous physique à un enfant. Ah oui, bien sûr. Mais après, il faut savoir déterminer si c'est la première fois ou la 10e fois, s'il y a déjà eu passage à l'acte ou pas. Si ici, on était dans l'intention de, mais qu'il n'y a pas eu de fait avéré dans le passé. Oui, fait quelqu'un qui vient voir ma fille de 10 ans sur Internet et puis qui lui donne des photos de son anatomie, des textes explicites, et puis qui va la chercher, donner un rendez-vous au parc en bas de chez moi, je vais aller acheter un fusil à matou, moi. Enfin bon, passons. Enfin, disons que c'est, visiblement, il n'est pas venu uniquement pour faire la conversation, il a des arrière-pensées, donc là c'est grave, il faut intervenir, d'accord. Et d'où l'importance de votre association qui est à l'origine de combien d'arrestations en 2021 ? Ouf, j'ai pas les chiffres exacts. Lambert me disait que vous en aviez 1 ou 2 par mois à peu près. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est que parfois on a aussi des conversations qui durent un certain temps, mais comme il n'y a pas de prise de rendez-vous, il n'y a plus de suite. D'accord, donc là on reste dans le fantasme, mais ça ne passe pas à l'acte. Voilà. D'accord. Donc, soit que la personne nous donne pas assez d'informations et donc on ne sait plus rien faire et il disparaît, soit que la personne nous donne assez d'informations, ne se présente pas au rendez-vous, mais on a quand même assez pour faire un dossier qui sera envoyé aux forces de l'ordre, mais il n'y aura pas de volonté de passage à l'acte. Et donc, voilà, c'est pas parce qu'il y a 2 arrestations par mois qu'il y a 2 pédocriminels par mois qui parlent à nos fausses petites filles. On est à des dizaines et des dizaines et des dizaines par jour. Et donc, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Évidemment, ce genre d'initiative a toujours besoin de plus de compétences, de plus de... Enfin, après, il faut savoir que les gens qui travaillent avec nous sont bénévoles, donc il faut vraiment avoir du temps, il faut aussi avoir des tripes solidement accrochées parce que recevoir ce genre d'horreur au quotidien, c'est vraiment pas évident du tout. Et donc, mais voilà, il y a vraiment tout type de profils qui nous rejoignent, que ce soit des personnes formées en psychologie, que ce soit une mère de famille. Tout le monde ensemble, en fait, apporte sa petite pierre à l'édifice pour construire ce groupe qui avance dans la même direction. Alors, on va donner la page Facebook Les Enfants d'Argus, et on va donner aussi le site internet qui est lesenfantsdargus.org. Donc, les enfants d'Argus, Argus comme pour la voiture, mais à un D devant, les lesenfantsargus.org, les enfants d'Argus, qui commence, qui est un très joli site d'ailleurs, oui. Et on comprend assez rapidement de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Et voilà, et nous voulions aujourd'hui mettre en lumière ce travail, rappeler aux parents qu'il est important de protéger ses enfants. On n'envoie pas les enfants jouer au foot sur l'autoroute, on ne les laisse pas seuls dans un parc, et on ne les laisse pas seuls non plus sur Internet. On fait attention à ces gamins parce qu'il y a des dangers, et ces dangers existent, et nous avons d'ailleurs des gens qui luttent. Quand vous vous intéressez au secteur, vous verrez que c'est du sérieux. Voilà. Something wouldn't
Alors donc, nous avons évoqué ce que faisaient les enfants d'Argus avec ces prédateurs sur Internet qui s'attaquent à nos enfants. Et Maïté Lone est aussi éducatrice spécialisée et elle étudie certaines choses à l'université également. Elle est très concernée par cela. Et en fait, il est important de savoir et d'évoquer un peu quels sont les véritables dangers pour nos enfants au point de vue de leur construction. Dites-nous, vous, en fait, pourquoi est-ce qu'il est important de protéger les enfants en allant plus loin que les idées que nous avons, qui sont très ponctuelles, mais qu'est-ce que ça leur fait en profondeur? Alors, déjà, un enfant qui a moins de 9 ans et qui subit des violences, par exemple, qui sont quotidiennes et répétées à la maison, qu'elles soient sexuelles ou physiques, finalement, étant donné que son cerveau n'a pas terminé sa construction, il y a un effet de dissociation qui s'opère. Mais ce n'est pas la simple dissociation dont on peut parler assez régulièrement dans les médias, où on parle simplement d'une division entre la tête et le corps. C'est vraiment une dissociation structurelle du cerveau qui s'opère. Et donc, l'enfant, pour pouvoir être capable de continuer à vivre tout à fait normalement, d'aller à l'école, de sourire, de jouer, d'apprendre des choses, ne peut pas être à la fois hyper vigilant et à la fois un enfant de son âge, et en même temps être capable de faire face aux violences intrafamiliales. Donc, il va se scinder en plusieurs états dissociatifs, et à l'école, il aura une certaine attitude pour être capable d'apprendre, il aura une autre attitude, je ne sais pas, avec ses camarades, dans le jeu, etc., etc. Et puis, à un moment donné, il aura cette espèce d'état qui va absorber les violences qu'il subit, et ainsi de suite. Et donc, on se retrouve face à un enfant qui va grandir et donc devenir adulte et qui va avoir des troubles de stress post-traumatique complexes, très difficiles à soigner sans une thérapie adaptée. C'est-à-dire qu'en fait, il va devenir passif devant la violence? Pas vraiment passif, mais par exemple, si une partie dissociée de lui a besoin d'être anesthésié pour supporter les violences, alors durant ce moment-là, il aura effectivement l'attitude d'une personne qui est passive ou dissociée ou anesthésiée. Alors ça, on l'avait évoqué avec Madame Dominique Mas, effectivement, qui est experte à la Cour d'appel de Saint-Denis à La Réunion, qui nous avait expliqué que les victimes de violences, en fait, devaient apprendre à survivre durant les instants de crise. Et la problématique était que quand ces instants de crise parfois se reproduisaient ou se rapprochaient, eh ben, elles reprenaient l'attitude qui leur avait permis de survivre auparavant, et donc elles répétaient un certain... Et donc on arrivait parfois à les reconnaître, des gens qui sous forme de stress redevenaient une petite fille de 13 ans. Ah, il s'est peut-être passé un truc à cet âge-là, parce que sous pression, en fait, un ancrage s'est fait, un marquage s'est fait, et donc, comme il a fallu survivre à un choc émotionnel très important, bah, les chocs émotionnels suivants, on arrive à avoir la même réaction. C'est ça, en fait, hein, vous rejoignez aussi? Oui, bien sûr. Si on est en état de sidération complète face à une violence ou un choc trop important, la mémoire ne sait pas l'encoder comme à son habitude. Donc, il y a des choses qui restent un peu flottantes, et donc ça vient aussi expliquer que la mémoire n'est plus tout à fait très juste. Et malheureusement, le corps médical classique et le système judiciaire ne savent pas toujours fonctionner avec des souvenirs qui ne sont plus toujours bien restitués, ou des petits bouts manquants, des petits bouts d'amnésie, etc. Et donc, c'est très difficile de faire en sorte que tous les services censés être compétents autour de cette problématique puissent s'entendre. Et même chez les psychothérapeutes, s'ils ne sont pas formés en victimologie et en psychotraumatologie, même après avoir fait 5 ans d'études et de master en psycho, ils ne sont pas aptes à aider les victimes de trauma. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Enfin, j'ai mis, je pense, 8 ans à me rendre compte qu'il faut absolument être spécifiquement formé. Que ce soit les pédiatres, les professeurs scolaires en maternelle, les psychiatres, les éducateurs, les assistants sociaux, etc., etc. Personne n'est formé. Ça part vraiment d'une base volontaire. Est-ce que nous avons des chiffres en France et en Belgique sur le nombre d'enfants qui sont victimes de violences, y compris sexuelles ? Alors oui, le manifeste est sorti en décembre 2020
et il démontre qu'un enfant sur 5 est victime ou a été victime de pédocriminalité au moins une fois dans sa vie. Oui, donc j'étais à 2 enfants par classe, je suis en dessous. On est quasiment à 4 ou 5. Pratiquement, oui. Ouais, pratiquement. Il y en a autant en France qu'en Belgique ? Oui, bien sûr. En fait, c'est une problématique qui n'a finalement ni culture, ni religion, ni frontières, ni voilà, ce sont les enfants du monde qui sont concernés de manière générale. Et la majorité des gens pensent que comme nos pays ont signé la charte des droits de l'enfant il y a 30 ans, eh bien voilà, nos enfants sont protégés et puis c'est tout. Mais non, il y a moins d'une génération que cette charte a été signée. Personne ne respecte la CID, personne. Voilà, entre un protocole théorique et un changement de mentalité, il faut bien plus que 30 ans. I need to cut you loose. Drag me down. Light me up. Break me down and build me up again. Don't drag me down. Light me up. Break me down and build me up again. Jean-Frère.